Bon, alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle technologie d'alarme de recul qui est arrivée sur le marché il y a à peu près, je dirais, 6-7 ans. Et on en a fait une évaluation. Donc, c'est un projet concerté qui a eu lieu avec, entre l'IRSST et l'Université d'Ottawa. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une alarme de recul? Une alarme de recul, c'est ça. Ça ressemble à ça. En fait, c'est un haut-parleur qui peut émettre à peu près n'importe quel signal. C'est branché sur quand vous faites une manœuvre de reculon, aussitôt qu'on met un véhicule de reculon, ça sonne. Et on peut mettre le signal qu'on veut là-dessus, c'est vraiment juste un haut-parleur. Mais depuis 30, 40 ans, 50 ans, le signal qui est reconnu comme un signal d'alarme qui envoie un signal d'urgence, c'est le célèbre bip, bip, bip que vous entendez tous quand vous vous promenez dehors. Alors, malgré que ce signal-là est supposé nous avertir qu'il y a un danger, il y a quand même des accidents à chaque année. Des accidents mortels, on ressent des accidents mortels, il y a beaucoup de gens qui sont frappés, ce n'est pas nécessairement mortel, mais il y a aussi beaucoup d'accidents qui sont frappés. Alors, on ne peut pas juste se dire, on va monter le volume de l'alarme, puis les gens vont tous l'entendre, puis les gens vont se tasser, puis il n'y aura pas de problème. Un des problèmes qui est associé à ça, c'est que c'est une source de nuisance importante pour les riverains. Les gens qui vivent aux alentours de chantiers de construction le savent très bien, ou quand il y a du déneigement, on est l'hiver, il y a du déneigement, les camions de déneigement la nuit viennent, on entend bip, 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 ça nous réveille le matin. Donc, il arrive souvent qu'on veut baisser soit le volume des alarmes ou des fois on va les enlever complètement parce que ça dérange trop. Donc, il y a une espèce de compromis à faire entre un signal qui va être élevé, qui va nous donner un sentiment d'urgence, mais aussi on ne veut pas déranger les gens autour. Donc, pour pallier à ça, il y a une compagnie, comme je disais tantôt, qui a sorti une alarme il y a à peu près 6-7 ans. On va l'appeler la BBS parce que c'est plus simple, mais c'est pour Broadband Signal, qui utilise un signal large bande. Alors, je vais vous la faire écouter. Ce qu'on voit ici, ce que j'ai montré ici, c'est le niveau de pression le niveau de bruit qu'on pourrait mesurer en arrière d'un camion en fonction de la fréquence. Alors, une alarme normale, le bip, 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 c'est ce qu'on verra en haut. Vous voyez, il y a un pic ici qui est à peu près à 1200 Hz. Ça, c'est le bruit fatigant qu'on entend. C'est parce qu'on a une alarme à 1200 Hz. Après ça, on a ce qu'on appelle les harmoniques. Et l'alarme large bande, c'est plutôt l'énergie du signal est répandue sur plusieurs fréquences ici. Alors, je vais vous faire écouter les deux. Donc, je vais vous faire écouter d'abord l'alarme que vous connaissez. Et l'alarme large bande. Donc, quand c'est arrivé sur le marché, la compagnie qui fait ça est assez agressive. Ils essayent de percer le marché nord-américain. Alors, des gens sont venus nous voir, ils nous ont dit, est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que c'est sécuritaire pour nos travailleurs? Est-ce que c'est conforme à la norme? Il existe une norme. Est-ce que c'est conforme? Donc, on a voulu répondre à toutes ces questions-là. Et c'était donc d'où ce projet-là. Donc, en théorie, ces alarmes-là, BBS, créeraient un champ sonore plus uniforme derrière les véhicules. Un autre désavantage, c'est que c'est plus facile de localiser dans l'espace. Localiser dans le sens où, imaginez vous vous promenez en voiture, puis vous entendez une ambulance. Vous allez vous tourner, puis ça va vous prendre un certain temps avant de savoir d'où vient l'ambulance. Est-ce que c'est de devant, de derrière et tout ça? Ça, c'est des problèmes connus avec les sons tonaux. C'est qu'on a de la difficulté à les localiser dans l'espace. Alors, imaginez vous êtes un travailleur, il y a un camion à 2 mètres en arrière de vous qui recule. Si ça vous prend 15 secondes à savoir d'où il vient, vous risquez d'avoir un accident. Donc, la lampe BBS serait plus facile à localiser. Et aussi, le bruit, je ne sais pas si vous l'avez trouvé moins fatigant. Moi, je le trouve moins fatigant. Donc, c'est moins agaçant et ça provoque moins de gêne environnementale. Encore une fois, en théorie. Le problème, c'est qu'en pratique, il y a très peu d'études. Il y a eu peu d'études sur le sujet. Il y en a eu quelques-unes sur la gêne environnementale, mais au niveau de la santé et sécurité du travailleur, il y en a eu très peu. Donc, c'était une autre des raisons pour laquelle on s'est attaqué à ça. Donc, les objectifs qu'on s'était fixés au début, d'abord, de répondre à la question, est-ce que cette alarme-là est conforme à la norme SAE J994 qui est dans le règlement sur la construction, ça dit au Québec, les alarmes doivent satisfaire SAE J994, donc on a voulu vérifier ça. Et on a regardé sous 2 aspects, faire la comparaison, la BBS avec la conventionnelle, au niveau du champ sonore derrière les véhicules et au niveau des tâches psychoacoustiques là, que je décrirai tantôt. Et on voulait aussi, dans toute fin, proposer des recommandations qui seraient utiles pour les gens du milieu. Donc, d'abord, les mesures terrain. On est allé sur 3 sites. Donc, on a testé ces 3 véhicules-là. Différents types de sols, donc gravier, roche, terre dure, terre battue. Donc, il existe une autre norme qui nous dit, une fois que l'alarme est installée sur un véhicule, quel devrait être le bruit en arrière. Et la norme nous dit, vous mettez 7 microphones en arrière,
Vous faites jouer l'alarme, vous enregistrez le bruit au 7 microphones. Après ça, vous fermez l'alarme, vous faites jouer, vous mettez sous le neutre, vous mettez le moteur au plancher, vous mesurez le niveau et le niveau de l'alarme doit être à tous les microphones, au moins au même bruit que le moteur. Donc, c'est ce que dit l'alarme. Nous, on a un petit peu adapté ça. On s'est dit, on va monter le niveau de l'alarme jusqu'à ce qu'on obtienne le même bruit qu'au moteur aux 7 microphones. Puis on voulait voir, est-ce qu'il y a une des alarmes, soit la tonale ou l'autre, est-ce qu'il y en a une qu'il faut placer à des niveaux de bruit plus élevés? Et l'autre chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit, bien, une fois qu'on a estimé ce niveau-là, regardons c'est quoi le champ sonore en arrière du véhicule, est-ce qu'il est bien uniforme? Alors, on a fait des balayages microphoniques. On balaye avec un microphone pendant que ça joue. Puis à l'aide d'algorithmes qu'on a développés, on est capable de faire une carte du bruit. Je vais vous montrer après ça. Donc, 3 ensembles de résultats. Le camion venait en général avec l'alarme où elle était d'habitude, par exemple ici. Donc, c'est ce qu'on appellerait l'installation dite réaliste. On a fait des tests quand l'alarme était à une position qu'on va appeler idéale, que nous, on considère idéale, c'est-à-dire en plein milieu, au centre. Il n'y a pas rien qui obstrue le passage au son. Donc, on a testé ces 2 configurations-là. Donc, conformité avec la norme, il y a plein de détails, mais le plus important, je pense, pour nous, c'est que la norme dit que la fréquence prédominante du son de l'alarme doit être la fréquence qui produit le niveau de pression le plus élevé, et ce niveau-là doit être entre 700 et 2800 Hz. Cette norme-là est vieille, a été faite dans le temps où on avait les alarmes tonales. Je vais vous montrer tantôt, il y a un beau pic. En gros, la norme a dit qu'il faut que le pic soit entre 700 et 2800 Hz. Le problème, c'est que quand on arrive avec une alarme qui est comme ça, ben il n'y a plus de pic, là. Donc, on s'est dit, ça veut dire quoi, cette norme-là, dans le cadre d'une alarme large bande? Alors, on ne le sait pas trop, mais si on applique littéralement la définition qui est écrite là, puis on regarde le maximum, ben il est ici, ça se situe entre 700 et 2800 Hz. Donc, si on applique littéralement la norme, ben, le BBS, ça semble conforme. Mais notre recommandation, c'est de dire qu'il faudrait revoir cette norme-là, parce que c'est une norme qui a 30 ans. Il faudrait la revoir si on est pour avoir des nouveaux signaux. Maintenant, les résultats acoustiques, je voulais juste vous montrer, c'est la procédure que j'expliquais tantôt. On a augmenté le niveau de l'alarme pour avoir les niveaux aux 7 microphones. Je vais juste montrer que quand on avait l'alarme tonale, il fallait mettre l'alarme à 107 décibels pour avoir aux 7 microphones le même bruit que le moteur du camion. Tandis que quand on avait l'alarme large bande, c'était quand même 8 décibels de moins. Donc, conclusion, c'était qu'il fallait mettre un niveau plus élevé pour l'alarme tonale pour respecter la norme ISO 9533. Si on fait des cartes de bruit, donc vous avez la carte de bruit, donc on imagine que le véhicule est ici, ça c'est en arrière du véhicule, c'est à peu près 4 mètres par 4 mètres, c'est à 4 mètres de profondeur. Et ce qu'on voit, les couleurs, c'est des niveaux de bruit. Donc ça part de 80 décibels dans le foncé, quand c'est pâle, ça va jusqu'à 107. Donc on a une gamme d'à peu près 25 décibels, ce qui est assez important. Alors si vous regardez la norme tonale ici, par exemple, on aurait un peu plus que 100 dB là, et peut-être 1 mètre plus loin, même si je vois là, c'est encore plus apparent. Tout près de l'alarme, vous avez 100, en haut de 100 décibels. Juste moins d'1 mètre plus loin, ça chute à 85-80 décibels. Donc, je pourrais être ici, j'entends 107 décibels. Quelqu'un qui est juste là va entendre 85 décibels. Donc ça peut causer des problèmes importants. La personne qui est là pourrait penser que le camion il est loin. Moi, je sais qu'il est proche. Ou l'inverse. Une autre façon de le voir, c'est, imaginons qu'on regarde le niveau sonore et on suit une ligne juste en arrière du camion. Vous voyez, l'alarme tonale part à 107 décibels, comme on avait mesuré tantôt. Puis on voit le niveau en fonction de la distance en arrière du camion. Puis là, on ne parle pas de longue distance. C'est 4 mètres, c'est assez proche du camion. Puis vous voyez comment le niveau va chuter ici. C'est dû à des phénomènes d'interférence acoustique qui sont très présents quand on a juste un ton. Il y a beaucoup d'interférences. Tandis que quand on a un bruit large bande, ça vient tout moyenner, il y a plus d'interférences. Et on voit que le bruit décroît de façon monotone quand on a large bande. Quand on a une alarme tonale, ça varie beaucoup. Donc, quelqu'un qui est ici pourrait vraiment penser que le camion il est loin, tandis que quelqu'un qui est 20-30 cm à côté pourrait penser que le camion est beaucoup plus proche. Ou même à l'inverse, ce qui serait pire, c'est quelqu'un qui, si on se place dans une pente positive ou négative, on pourrait même avoir l'impression que le camion s'éloigne de nous plutôt que de s'approcher, ce qui pourrait être une autre source de danger pour la sécurité. Donc, mesures en laboratoire. Les tâches psychoacoustiques, c'est on prend des sujets humains, on leur fait faire des tâches et on leur demande de répondre à des questions. Donc, c'est du subjectif. On leur demande leur impression. Et je vous explique, ils ont fait 4 tâches psychoacoustiques. Donc, on a testé 24 sujets. C'est des auditeurs normaux, des jeunes adultes. Donc, c'est des gens qui sont recrutés sur le campus de l'Université d'Ottawa. Ce n'est pas des travailleurs. Ça a été donc fait en laboratoire.
On les avait testés, donc on leur a fait écouter différentes alarmes dans 4 bruits de fond, à 81, 83, 86, 89 décibels. On est allé, avec Jérôme, on est allé mesurer dans des sites de travail, scierie, usine de calcaire, usine de chaux. On a mesuré des bruits, puis on a pris ceux qui étaient le plus typiques, puis on les a fait rejouer dans le labo. On avait choisi ces 4-là parce que ils ont des traces temporelles, ils évoluent dans le temps un peu différemment l'un de l'autre et ils n'ont pas le même contenu en fréquence. Il y en a qui ont plus de bruit basse fréquence, il y en a qui ont plus de bruit haute fréquence. Donc, ça nous permet d'avoir un bon échantillonnage de différents bruits. Puis on voulait savoir si on percevait les alarmes de façon différente dans différents bruits. On a testé les sujets avec et sans protecteur auditif. Et on n'a pas testé toute une panoplie parce qu'il y en a des protecteurs auditifs, mais on voulait juste un peu avoir une idée de l'effet des protecteurs. Donc, on a testé un coquet, un bouchon, et on a fait les tâches de seuil de détection, jugement des calisonies, degré d'urgence et localisation spatiale. Le seuil de détection, c'est à partir de quel niveau on est capable d'entendre un bruit. Donc, on fait jouer une alarme dans un bruit de fond. On faisait jouer un bruit ambiant. Et le sujet devait ajuster, à l'aide d'une tablette, devait ajuster le niveau de l'alarme jusqu'à temps qu'il l'entende. Donc, on faisait ça pour les 3 alarmes qu'on a testées, l'alarme tonale, l'alarme large bande et celle dont j'ai très peu parlé, la multitonale. Et il fallait qu'il fasse ça pour les 3, dans 4 bruits différents, avec et sans protecteur auditif, donc avec et sans coquille et avec et sans bouchon. Donc, les résultats qu'on obtient avec ça, bien, ce qu'on voit ici, c'est le seuil de détection moyen. En haut pour les coquilles, en bas avec des bouchons, et dans chacun, c'est avec et sans protecteur. Et j'ai laissé faire l'alarme multitonale, j'ai juste mis large bande et tonale. Juste pour vous dire que plus le chiffre est bas, meilleur c'est. Ça veut dire, par exemple, si on dit moins 18 dB, ça veut dire qu'on est capable d'entendre, de détecter l'alarme 18 décibels sous le niveau du bruit de fond. Et ce qu'on constate, c'est que les seuils étaient légèrement meilleurs, donc plus faibles, avec protecteur auditif. Donc ça va un peu à l'encontre de la croyance populaire, c'est-à-dire quand on met des coquilles ou des bouchons, on détecte mieux les signaux d'alarme parce que les protecteurs probablement viennent filtrer. Les protecteurs viennent nous atténuer le bruit, mais ils atténuent de la même façon le bruit ambiant et le bruit de l'alarme. Mais comme les protecteurs n'atténuent pas toutes les fréquences de la même façon, probablement qu'on est plus efficace pour détecter les bruits d'alarme quand on a des protecteurs. Et je dirais qu'on le voit un petit peu, mais les seuils sont un petit peu plus faibles pour l'alarme tonale. Donc, on détecterait un petit peu mieux l'alarme tonale que l'alarme large bande. Le jugement d'égal sonie, 2 sons, si on les mesure, peuvent avoir le même niveau sonore, mais un peut sonner plus fort que l'autre, de façon subjective. C'est ce qu'on appelle la force sonore perçue. Donc, ce qu'on leur demandait de faire au sujet, c'est-à-dire, bien, vous écoutez l'alarme tonale en premier, ce qu'on appelle la référence. Donc, ils pouvaient l'écouter. Après ça, on leur disait, bien, fais jouer l'autre, puis ajuste le niveau jusqu'à temps que tu juges qu'elle sonne aussi fort que l'alarme tonale. Juste pour savoir si est-ce qu'on les perçoit avec la même force. Alors, en gros, donc c'est ce qu'on appelle l'égalisation de la sonie, je vais vous en parler. Donc, 0 dB, ici, ça voudrait dire que c'est égal. On perçoit aussi fort l'alarme BBS que l'alarme tonale. Donc, quand on a des protecteurs auditifs, il semblerait que ça soit le cas. Ça ne change pas grand-chose. Quand on a des protecteurs, l'alarme BBS, l'alarme tonale sonne de la même façon. Quand on n'a pas de protecteur, l'alarme BBS, la sonie était 2-3 dB en dessous. Donc, ça voudrait dire que la BBS, elle sonnerait plus fort. On n'était pas obligé de la mettre aussi fort. Donc, ça veut dire qu'elle sonnerait plus fort pour nous. 2 dernières tâches, le degré d'urgence. On voulait savoir maintenant. On demandait aux gens d'évaluer sur une échelle de 0 à 100. On leur fait écouter l'alarme à différents niveaux. On leur disait, dites-moi, de 0 étant qu'une urgence, ou 100 %, c'est tassez de là parce que je vais me faire rentrer dedans. Donc, encore une fois, l'alarme dans différents bruits avec son protecteur. Et là, il y a un paquet de résultats. Mais en gros, c'est pas une grosse surprise, là. Plus l'alarme est forte, plus elle est urgente, dans tous les types de bruits qu'on avait observés. Ce qu'on observe rapidement, c'est que il y avait une légère chute du degré d'urgence quand on a des protecteurs auditifs. Donc, quand on met des protecteurs auditifs, une alarme peut nous sembler moins urgente. Donc, c'est quelque chose à tenir en compte. Surtout qu'on met des protecteurs, puisqu'on est plus protégé, ça nous semble moins urgent. Sinon, en termes de comparaison, le tonal, large bande, globalement, il n'y avait pas des grosses différences. Les deux nous sonnaient assez urgentes. Peut-être que la tonale semblait sonner un peu plus urgente que l'alarme BBS. Par contre, les gens ne connaissaient pas ce signal-là, ne l'avaient jamais entendu, le signal BBS. Donc, on pourrait supposer que s'ils étaient familiarisés ou ils avaient déjà entendu ce signal-là,
Peut-être qu'il l'aurait trouvé plus urgent, on ne le sait pas. Et dernière tâche, c'est ce qu'on appelle la localisation sonore. Donc, on avait un système de 12 haut-parleurs qu'on plaçait soit à droite du sujet, ou à gauche, ou en arrière du sujet. Et on faisait jouer l'alarme dans un des haut-parleurs, puis il devait nous le dire. Donc, cette configuration-là, c'est pour voir est-ce qu'on est capable de différencier de la gauche à la droite quand le signal est en arrière de nous. Et les deux autres configurations, c'est pour savoir est-ce qu'on est capable de différencier avant et arrière. Donc, les résultats, c'est le pourcentage de confusion en pourcent. En fait, c'est le nombre de fois, le pourcentage de fois où on se trompe sur avant-arrière ou gauche-droite. Alors, vous voyez, quand on a un signal large bande, les gens ne se trompaient pas trop, moins de 10 % du temps. Par exemple, quand c'est tonal, vous voyez ici, pour ce qui est gauche et droite, ça veut dire les confusions avant-arrière, les gens pouvaient se tromper 30 à 40 %. Donc, c'est presque une fois sur deux, les gens n'étaient pas capables de dire si ça venait de l'avant ou de l'arrière, le bruit. Donc, ça, c'est un gros problème. Et quand on mettait des coquilles, c'était encore pire. Là, on passait tout près de 50 %. Ça, 50 %, là, ça veut dire que c'est un peu aléatoire. Là. Vous prenez une chance, vous avez une chance sur deux de l'avoir. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que mettre des bouchons ou pas, ça ne changeait pas grand-chose. La lampe tonale, on fait quand même beaucoup d'erreurs, mais le fait d'avoir des bouchons, ça ne changeait pas grand-chose. Les coquilles, en fait, on se doute un peu pourquoi on avait de la difficulté. C'est parce que l'oreille ici, le pavillon de l'oreille, nous aide beaucoup lors de la localisation puis la détection dans l'espace. Et de venir cacher ça par une coquille qui est rigide, on perd ces indices-là acoustiques et puis on a de la difficulté à localiser les bruits. Donc, conclusion, meilleure localisation sonore avec la BBS et puis moins bonne localisation avant-arrière avec des coquilles. Cependant, il y avait des limites à notre étude, évidemment. D'abord, la première chose, c'est qu'on a seulement regardé le caractère santé-sécurité au travail. Donc, on n'a pas regardé l'impact environnemental de l'alarme BBS, malgré qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit que, de façon subjective, depuis qu'ils ont installé l'alarme BBS, ils ont beaucoup moins de plaintes de la part des résidents. Donc, on se doute bien que l'alarme BBS est beaucoup plus agréable, en tout cas, moins désagréable. Les limites au niveau des mesures terrain, bien, comme je viens de le dire, on regardait la sécurité et seulement à l'arrière des véhicules. Donc, il peut y avoir d'autres problèmes. On n'a pas regardé, par exemple, les mesures au poste du conducteur. Par exemple, est-ce que le gars qui recule, j'imagine qu'il faut qu'il entende son alarme quand il recule. S'il ne l'entend pas, est-ce que la BBS, il l'entend bien, il ne l'entend pas? Ça, on ne le sait pas. On n'a pas regardé ça. Et il y a aussi d'autres véhicules qui circulent autour des camions. On n'a pas considéré cet aspect-là. On a vraiment juste regardé la sécurité à l'arrière pour des piétons qui seraient à l'arrière des véhicules. Évidemment, les véhicules étaient statiques. On ne voulait pas faire reculer des camions sur des gens. Mais il faut en tenir compte. C'était une des limites de l'étude. On n'a pas couvert tous les types de sols qui existent au Québec. Là. Donc, conditions de sol limitées et aussi on a limité le nombre de types de véhicules. C'est sûr qu'on n'a pas testé quand il y a de la neige, quand c'est sur l'herbe, quand c'est sur l'asphalte et tout ça. On a regardé seulement les milieux ouverts pour commencer. Donc, on n'a pas regardé les espaces confinés, les hangars, les entrepôts, les quais de chargement. Parce que le fait qu'il y ait des murs ou il y ait des réflexions sur les murs, ça complique le problème pas mal. Ça sera un projet en soi. Donc, on avait décidé de commencer avec les milieux ouverts. C'était plus simple de commencer là-dessus. On n'a pas beaucoup regardé l'installation des alarmes. Là, je vous ai montré, les alarmes étaient bien visibles en arrière du véhicule. Souvent, pour des raisons très pratiques, là, on ne veut pas que ça se salisse. Il n'y a pas moyen de les installer. On les installe en dessous ou en dessous du camion. C'est souvent très mal installé. Et on ne sait pas trop c'est quoi les conséquences de ces installations-là. Et on a juste testé une unité pour chaque alarme. Donc, on avait une alarme, on n'en a pas testé 10, on en avait une de chaque sorte, puis on les testait. Donc, ça, c'était pour les mesures terrain. Bon, les mesures en laboratoire, les limites qu'on avait, c'était, bon, évidemment, c'était en laboratoire, c'était pas sur le terrain. Donc, c'était dans des cabinets sonorisés. C'était des auditeurs normaux, et donc on n'a pas testé des gens avec des pertes auditives. C'était de jeunes adultes, c'était pas nécessairement représentatif des milieux de travail, c'était pas des travailleurs. Il y en avait qui n'avaient jamais... Bon, ils ont été exposés à l'alarme tonale, mais ce n'est pas des gens qui sont formés à travailler et tout ça dans les milieux bruyants. Ils étaient immobiles durant les essais, ce qui est très important. Ça, c'est un paramètre qu'on a regardé. On voulait créer le pire cas, là. Rester immobile, puis ne bougez pas la tête. Quand on bouge la tête, on localise mieux les sons. Ça, c'est bien connu, ça a été documenté. Et non, ils n'étaient pas impliqués dans une tâche secondaire. On les essayait dans le labo, on leur disait, bien, vous allez faire ces tâches-là, faites pas d'autres choses. Mais les travailleurs, dans la réalité, ils font d'autres choses, on l'espère. Donc, ils travaillent, ils font leur travail, et à un moment donné, l'alarme sonne, là, il faut qu'ils réagissent. Donc, cet aspect-là n'avait pas été regardé dans le projet. Bon, je l'ai dit tantôt, on avait seulement regardé un type de coquille, seulement un type de bouchon, on a regardé seulement les protecteurs passifs, pas ceux avec des systèmes de communication ou avec du contrôle actif.
Donc ça, c'est une limite de l'étude. Nos conclusions, la BBS est conforme à SAE J994, j'en ai parlé brièvement, mais selon nous, elle est conforme, mais il faudrait qu'on revoie cette norme-là. L'alarme tonale, les variations du niveau sonore sont importantes, de l'ordre de 15-20 dB sur de courtes distances, qui est un vrai problème. Par contre, elle serait plus facile à détecter dans le bruit. Mais un gain de 5 à 6 dB en détection, ce n'est pas un gain si on a des variations de 15 à 20 dB juste à côté. Donc, ce n'est pas vraiment un gain pour nous. Elle a été jugée légèrement plus urgente. C'est ce que je dis ici. Ces avantages-là sont contrecarrés par les variations importantes de l'alarme. L'alarme BBS, évidemment, crée un champ acoustique beaucoup plus uniforme. Il y aura un avantage un petit peu en Sony, là, la force sonore dont j'expliquais tantôt. Et la localisation est nettement supérieure. C'est beaucoup plus facile à localiser. Les protecteurs auditifs, ça peut améliorer la détection. J'en ai parlé un petit peu. Mais ça a tendance à réduire les performances pour l'urgence et la Sony. Donc, il faudrait faire attention à la surprotection, de ne pas trop protéger si on peut l'éviter. Et la localisation est davantage compromise lors du port de coquille. Alors, rapidement, les recommandations, vous les trouverez dans le rapport. Je viens de les dire, là, mais un aspect important, ce serait que si on veut implanter ça en milieu de travail, il faudrait vraiment faire un exercice de familiarisation avec les travailleurs avec l'alarme large bande pour que les gens comprennent c'est quoi le nouveau signal et tout ça. Mais je dirais aussi qu'un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est qu'il faudrait éduquer aussi le public. Là, parce que si on commence à mettre des camions de déneigement avec l'alarme large bande, les travailleurs peuvent bien être informés, mais si le public ne sait pas que c'est un signal de danger, il peut y avoir un problème avec le public. Bon, donc, je ne sais pas comment on peut faire ça, là, mais il faudrait que ça se fasse. Merci.